Bonjour et bienvenue dans ce séminaire consacré à la surveillance de la qualité de l'électricité avec nos systèmes de surveillance qui s'installent en fixe. Je m'appelle Hervé Mougeot, je travaille pour la société Eberle depuis plus de 20 ans maintenant et j'ai une trentaine d'années d'expérience dans la mesure de la qualité de l'énergie électrique. Donc, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de l'électricité. On a encore des exemples récents qui nous montrent que celle-ci est mise à mal. Je fais allusion à l'Espagne, le blackout en Espagne. J'y reviendrai un petit peu plus loin dans ma présentation parce que je vous montrerai une mesure qu'on a effectuée, qui est très simple à réaliser, où on peut mettre en évidence ce phénomène. Sur nos réseaux, eh bien, qu'est-ce qui se passe actuellement? De plus en plus de production décentralisée en énergie renouvelable, c'est-à-dire beaucoup moins de stabilité sur les réseaux. En parallèle de ça, on a beaucoup de charges sur base d'électronique de puissance, c'est-à-dire des charges qui polluent beaucoup le réseau. Donc l'association de tout ça fait que nous allons de plus en plus faire des difficultés, d'une part dans la gestion de nos réseaux, d'autre part dans la surveillance de la qualité, parce qu'on a de plus en plus de perturbations sur le réseau. Bien, on parle d'électricité. Alors, comment définir l'électricité? L'électricité, pour juste couvrir les bases, c'est le courant, on parle déjà de courant, d'intensité, donc c'est un déplacement d'électrons, en général dans un conducteur, idéalement dans un conducteur qui conduit bien. Donc, un déplacement d'électrons, celui-ci est incité en général par une différence de potentiel. Donc, déplacement d'électrons pour le courant, différence de potentiel pour la tension. Voici les deux grandeurs de base qui nous intéressent pour définir l'électricité: tension, courant. Lorsqu'on combine ces deux grandeurs, on va parler de puissance. Et vous voyez que sur la courbe ici que je vous présente, donc vous avez une tension, vous avez un courant et vous avez une puissance en bleu. C'est une puissance instantanée. Alors, selon le fait que le courant et la tension sont déphasés ou non, on va se retrouver avec une partie de la puissance instantanée négative ou non. Si on a la puissance négative, ça veut dire qu'on a du réactif. Si on n'a que de la puissance positive, je parle toujours de puissance instantanée, on parlera de puissance active. Voilà. J'ai présenté une petite image, vous voyez, donc pour faire une similitude avec l'eau. Donc l'intensité, ce serait plutôt la largeur, disons, du débit. Et puis la tension, la différence de potentiel, c'est la hauteur du débit. L'eau, c'est une bonne image pour l'électricité. Parfait. Alors, maintenant qu'on a bien défini électricité, tension, courant, puissance, eh bien, parlons de réseau et de charge. Donc, on produit quelque part l'électricité et puis on en a besoin autre part. Donc, pour ce faire, c'est-à-dire transporter l'électricité de la production vers la consommation, on va passer au travers d'un réseau. On parle en général de réseau de transport, de réseau de distribution. Et puis, on va passer par des lignes, on va passer par des transformateurs. On va augmenter le niveau de la tension, en effet, pour limiter les pertes en ligne. Donc, on va transporter sur les longues distances l'électricité à haute tension. Et puis ensuite, en s'approchant de la consommation, on va baisser le niveau de tension pour arriver à un niveau de tension qui intéresse la charge, qui permet à la charge de fonctionner correctement. Bien, donc ça, c'est le réseau. Les charges, regardons en détail les charges parce que l'électricité, donc on le voit sur cette courbe, ici on a une tension et un courant qui sont synchronisés, donc non déphasés. On avait l'habitude par le passé de travailler avec des charges linéaires, c'est-à-dire que notre tension, elle est bien sinusoïdale, le courant appelé par la charge, il est bien sinusoïdal, on a une charge linéaire, donc tout reste bien sinusoïdal. Malheureusement, comme je vous le disais en introduction, on abandonne les charges linéaires au profit de charges non linéaires. Et donc, le fait de passer en charge non linéaire, on va commencer à déformer ces sinusoïdes, ces belles sinusoïdes. Donc ça, c'était le passé, les belles sinusoïdes bien propres. Et aujourd'hui, on commence à déformer nettement les sinusoïdes avec nos charges non linéaires, c'est-à-dire les électroniques de puissance. Un petit tableau pour vous présenter les différents types de charges.
Alors, en raisonnant en monophasé, donc les charges linéaires, vous voyez, donc avec ces notions de charge résistive, charge capacitive, charge inductive, donc avec la notion de résistance, hein, donc de charge résistive linéaire, là on est en pure sinusoïdale et puissance active uniquement. Dès qu'on parle de capacitif ou d'inductif, donc charge capacitive ou inductive, là on va parler de puissance réactive. Ensuite, nous avons les charges non linéaires. Donc, dans les charges non linéaires, nous avons des charges symétriques ou des charges dissymétriques, voire des charges à puissance modulée. Donc, charges symétriques, on va parler ici, on va voir apparaître des harmoniques de rang impair, les charges dissymétriques des harmoniques de rang pair. Et lorsqu'on a des charges non linéaires à puissance modulée, on va parler de puissance réactive de modulation. Pour ce qui est du triphasé, donc lorsqu'on est en équilibré, tout se passe bien, c'est l'idéal, pas de courant dans le neutre. Dès qu'on est déséquilibré, il y a un courant de neutre et on va parler de puissance réactive de déséquilibre. Voilà. Donc là, juste pour vous résumer les différents types de puissance, on a les puissances actives, les puissances réactives. Dans les puissances réactives, on a la puissance réactive fondamentale, la puissance réactive d'harmonique, la puissance réactive de distorsion, la puissance réactive de modulation, la puissance réactive de déséquilibre. Toutes ces puissances réactives, à l'exception de la fondamentale, ce sont, disons, les notions un peu plus nouvelles que l'on voit avec toutes ces charges non linéaires. Toutes ces puissances réactives sont des puissances non actives. Donc, on essaye de les minimiser au maximum. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec tous ces types de puissances? Tout simplement parce que les technologies évoluent. Vous voyez, donc, je vous le disais, l'électronique de puissance. Donc, à titre d'exemple, là, j'ai présenté un moteur. Donc, on a un moteur. Avant, on avait des moteurs simples. Maintenant, tous les moteurs sont équipés de variateurs, c'est-à-dire d'électronique de puissance. Le réseau ne voit plus le moteur. Il voit simplement le variateur. Donc, il voit l'électronique de puissance. De la même façon, pour tout ce qui est éclairage, vous voyez, donc on avait de l'éclairage, des lampes à incandescence. Aujourd'hui, tout est passé à LED. LED égale électronique. Donc, déformation de la sinusoïde. Tout ce qui est alimentation. Donc, vous avez tous chez vous des tas d'alimentations, ce qu'on appelle les alimentations à découpage. Auparavant, on avait un beau transformateur bien lourd, de la belle mécanique, avec des ponts redresseurs. Enfin, tout ça, c'était sans découpage. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger. C'est l'électronique, mais l'électronique découpe la sinusoïde. À partir du moment où on parle de découper la sinusoïde, on parle de distorsion, on parle de perturbation sur le réseau. Alors, l'évolution des technologies, c'est, comme je le disais, c'est l'électronique de puissance. Donc, l'électronique de puissance évolue. Pour faire simple, plus la fréquence est élevée, plus la puissance est faible. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on découpe la sinusoïde à haute fréquence, on a un peu plus de mal à traiter des puissances élevées. Mais de toute façon, la technologie évoluant, on arrive de plus en plus à faire monter la fréquence avec des puissances relativement importantes. À titre d'exemple, un gros moteur, là, ça fonctionne à 2 kHz maximum. Un petit moteur, déjà, on travaille à 10 kHz. Donc, on peut découper la sinusoïde à 10 kHz. Tout ce qui est solaire, donc le photovoltaïque, on est au-dessus de 15 kHz. Pourquoi au-dessus de 15 kHz? Pour sortir de la bande audible, puisque l'oreille humaine est sensible jusqu'à 15 kHz, pour faire simple, entre 0 et 15 kHz. Donc, au niveau du solaire, comme on retrouve du solaire dans des zones relativement domestiques, et bien là, on installe le photovoltaïque avec des systèmes à découpage de 15 kHz. L'éolien, grosse puissance. Les véhicules électriques, alors les véhicules électriques, ça c'est le cas compliqué, c'est-à-dire tout ce qui est immobilité. Là, on parle en fait de fréquences entre 10 et 80 kHz. Donc ça, c'est très variable, mais en tout cas, on parle de fréquences élevées. Voilà, donc ça c'est le fruit de l'électronique de puissance et vous en êtes conscient, on y est confronté maintenant tous les jours, que ça part de la petite alimentation de notre téléphone portable jusqu'au véhicule électrique. Et donc tout ça va générer sur le réseau ce qu'on appelle les harmoniques, voire les supra-harmoniques. Donc en général, lorsqu'on parle de supra-harmonique, c'est tout ce qui est supérieur à 2 kHz.
Bien, alors, donc on a vu les charges, hein, donc l'électronique de puissance, c'est l'image de nos charges modernes. Qu'en est-il du réseau? Alors, juste pour mémoire, le réseau, en fait, il est en déséquilibre permanent. À partir du moment où on commute une charge, hein, qu'on enclenche une charge ou qu'on découpe une charge du réseau, on crée un petit déséquilibre et le réseau, eh ben, il va rééquilibrer tout ça. Et pour équilibrer, en fait, l'équation de base, c'est production égale consommation. Vous voyez que donc, le job du réseau, c'est d'équilibrer production et consommation. Si on augmente les moyens de production décentralisés, donc en particulier sur le réseau de distribution, et avec du renouvelable, c'est-à-dire quelque chose d'aléatoire et d'incertain au niveau production, là, on augmente les causes de risque de perte d'équilibre. D'accord? Et donc, on se retrouve avec trois types de situations en perte d'équilibre. Donc, on peut se retrouver en surconsommation, en sous-consommation, ou alors, on le voit au centre, un problème de réseau lui-même. Voilà. Donc, ces trois cas nous intéressent et on va avoir une incidence aussi sur la qualité de l'électricité. Alors, la qualité de l'électricité, rentrons dans le vif du sujet. Comment la définir? Comment définir, en fait, un système triphasé d'alimentation électrique? Un système triphasé, on peut le définir par 4 paramètres. L'amplitude, le niveau, la fréquence, la forme d'onde et la symétrie. Et je pourrais même y rajouter la composante continue. Voilà, parce que parfois on se retrouve avec une petite composante continue. Bien, amplitude, fréquence, forme d'onde, symétrie. Si l'on modifie l'un de ces trois paramètres, on est en perturbation. Ok. Alors, quel genre de perturbation? C'est vrai qu'avec ces 4 paramètres, amplitude, forme d'onde, fréquence, symétrie, si je modifie l'amplitude, par exemple, je vais me retrouver en variation de tension, voire en creux de tension. Si je modifie la forme d'onde, on parlera plutôt ici d'harmonique, d'interharmonique, voire de phénomène transitoire. Variation de fréquence, la modification de fréquence, on le verra aussi sur le cas espagnol. Et puis, modification de la symétrie donc, de notre système, l'équilibre de notre système, on sera en déséquilibre. Tout ça pour parler des perturbations basse fréquence, donc conduite, résumé ici. Vous voyez donc sur la partie haute de l'écran, les perturbations basse fréquence conduite qui modifient l'amplitude de notre système. À gauche, un exemple de creux de tension, par exemple. Donc, tout ce qui est variation de tension, quand je dis variation de tension, ça peut être haute ou basse, c'est-à-dire haute pour une surtension, basse pour un creux de tension, rapide, donc là on parlera vraiment de creux de tension ou de surtension, lente, on parlera plutôt de variation de tension pour faire les différences entre jour de la semaine et week-end par exemple, courte ou longue. D'accord? Donc tout ça, c'est modification d'amplitude. Le flicker, c'est un cas particulier, on va moduler l'amplitude de la tension sur une bande de l'ordre de 15%. On ne le voit pas vraiment, l'œil ne le ressent pas vraiment, mais pour ce qui est de l'éclairage, ça peut fatiguer justement le système visuel qui travaille avec le cerveau et on peut se retrouver avec un mal de tête tout simplement parce qu'en fait, il y a un papillotement au niveau de l'éclairage, mais qu'on a du mal à percevoir, mais le cerveau va corriger en permanence. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le flicker, donc papillotement, un phénomène un petit peu particulier. Bien, ça c'était pour la ligne du haut. Pour ce qui est de la modification de la forme d'onde, bah, vous voyez, là on parle d'harmonique, on parle d'interharmonique, on parle de supraharmonique, et phénomène ultra rapide, on va parler de transitoire. Modification de l'équilibre de notre système, c'est le déséquilibre. Donc, on va parler des trois composantes, qui système direct, inverse, homopolaire, et c'est le système inverse sur le système direct qui nous intéresse pour définir le déséquilibre d'un point de vue normatif. Variation de fréquence. Donc, bon, lorsqu'on fait de la calimétrie, de la perturbographie, la variation de fréquence en général nous intéresse un peu moins, sauf en cas de gros problèmes sur le réseau. Et on l'a vu une fois de plus sur la partie espagnole. Bien, alors, ça c'est pour la qualité de l'électricité. Vous aurez remarqué que lorsque je parle de qualité de l'électricité, je parle de qualité en fait de la tension. Les charges appellent le courant dont elles ont besoin. Le réseau est là pour nous apporter une tension de bonne qualité. Donc, si je parle de la norme EN 50-160 qui permet de définir la qualité de la tension, c'est une norme européenne, ben, on parle bien de la tension, pas des courants. Okay.
Bien, donc on a parlé de tension, les charges appellent le courant. La combinaison de tout ça nous donne des puissances. Je vais donner aussi ce genre d'exemple ici. On a tous appris à l'école ce petit triangle en haut à gauche en bleu, puissance active, puissance réactive et puissance apparente. Donc la puissance apparente étant la somme quadratique des deux autres, P au carré plus Q au carré est égal à S au carré. On a tous appris ça. Il faut évoluer avec justement nos charges non linéaires, l'électronique de puissance. Eh bien, le petit triangle bleu évolue vers ce triangle orange ici, avec cette notion, je dirais, nouvelle, le vecteur en vert que j'ai appelé D, la puissance déformante. Donc, vous voyez, notre réactif fondamental en fond de panier en bleu, la puissance réactive fondamentale que l'on connaissait de base, en fait, évolue en une puissance réactive globale. Et cette puissance réactive globale, elle est composée donc du réactif fondamental que l'on connaissait, mais en plus des harmoniques, de la distorsion, de la modulation et du déséquilibre. Voilà. Donc vous voyez qu'aussi en termes de mesure, il faut évoluer. On ne parle plus de nos systèmes de puissance classiques. Là, il faut parler de puissance réactive, harmonique, distorsion, modulation et déséquilibre. Voilà, une petite représentation en triphasé. Vous voyez que le système commence à être un petit peu compliqué. Très bien. Alors, lorsque je parle d'équilibre aussi, c'est cette notion de compatibilité électromagnétique, puisque quand on parle de qualité, on va parler de compatibilité électromagnétique. Donc, vous voyez qu'il existe en fait des normes d'émission, il existe des normes d'immunité, puisqu'en fait, un réseau complètement immunisé, ça n'existe pas. Des charges qui n'émettent aucune perturbation, ça n'existe pas. Donc, il faut tenir compte d'un niveau d'émission raisonnable au niveau des charges, d'un niveau d'immunité atteignable au niveau d'un réseau, pour trouver l'équilibre entre les deux et définir ces notions de compatibilité. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui en termes de normalisation, c'est les normes liées à la compatibilité. 3 groupes de normes nous intéressent. Donc c'est la série au niveau émission, la CUI 61000-3-X. En termes d'immunité, la CUI 61000-4-X. Et puis en termes de compatibilité, les 61000-2. Voilà, donc il y a la 2.2, il y a le 2.4, il y a la 2.12 et il y a la fameuse EN 50-160 qui nous sert vraiment de base en France. EN 50-160, donc compatibilité en termes de qualité de l'électricité, qualité de la tension. Ces normes évoluent. Donc, vous voyez, l'EN 50-160, le dernier amendement est sorti en janvier 2025. Donc, cette norme a évolué. Elle a évolué aussi en termes de définition de limites harmoniques, puisqu'on se retrouve avec de plus en plus d'harmoniques sur le réseau. On a même relevé pour 2 rangs harmoniques le niveau tolérable sur le réseau, parce qu'on était obligé de constater qu'on avait beaucoup d'harmoniques de ces types de rangs et on a dû augmenter les seuils tolérables. Et donc, c'est quand même un petit peu particulier. On tolère un petit peu plus de pollution parce qu'on n'arrive pas à la réduire tout simplement au niveau émission. Voilà. Donc, EN 50-160, amendement 1, ça date de janvier 2025. Pour ce qui est de la série 61000-2, on a la 2.2. Donc là, on parle en fait de niveau de compatibilité en perturbation conduite à basse fréquence sur les réseaux basse tension. Donc 2.2 pour les réseaux basse tension, 2.12 pour les réseaux moyenne tension et la 2.4 c'est pour tout ce qui est réseau en milieu industriel. Voilà. Donc selon que vous soyez un industriel, selon que vous soyez un gestionnaire de réseau, vous serez intéressé soit par l'une, soit par l'autre. Je dirais, d'un point de vue réseau, on va parler de N50-160 et de la 61000-2.2 et 2.12. Les industriels s'attacheront en priorité à la 2.4, sachant qu'elles sont relativement complémentaires les unes par rapport aux autres. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est mesurer les niveaux de compatibilité, mesurer le niveau de non-qualité, parce qu'en fait, simplement pour mesurer la qualité de l'électricité, on va s'attacher à mesurer la non-qualité, c'est-à-dire on va mesurer les niveaux de perturbation, les différents types de perturbations, et on va s'assurer qu'on ne dépasse pas certains seuils qui sont définis par ces normes. Pour ce faire, pour mesurer la qualité de cette électricité, nous vous proposons 3 types d'appareils. 3 types, hein, c'est la partie hardware, la partie matérielle.
Le PQIA Smart, celui qui est au centre ici, voilà, je dirais c'est le plus connu, en particulier en France. Pourquoi? Parce que c'est un appareil qui est très largement utilisé par l'EDF. Il est utilisé à la fois par RTE, c'est-à-dire le gestionnaire de transport, le TSO en France. Donc RTE utilise le PQIA Smart d'une part pour surveiller la fréquence. Pourquoi surveiller la fréquence? C'est un appareil qui est extrêmement précis pour la mesure des fréquences et vous l'avez bien retenu en début de présentation, on piste la stabilité des réseaux par la surveillance de la fréquence. Donc il y a une quinzaine de points stratégiques sur le réseau de transport qui sont surveillés par un PQDA Smart, ne serait-ce que pour la fréquence. RTE utilise aussi le PQDA Smart pour faire de la calorimétrie. De la même façon, Enedis utilise le PQDA Smart. Donc, c'est un appareil reconnu. Je crois qu'on nous sommes les seuls, enfin, j'en suis sûr, nous sommes actuellement les seuls fournisseurs pour Enedis pour surveiller tous les points de production supérieurs à 5 mégas et pour effectuer de la calorimétrie sur le réseau de distribution. Voilà, donc un appareil largement utilisé par Enedis. Voilà, donc ça, c'est le PQDA Smart. À gauche, je dirais c'est le dernier né, le PQI LV comme low voltage, donc un appareil spécialisé basse tension. Je vais vous détailler après hein, les principales caractéristiques. Et à droite, le PQDE. Donc le PQDE, bah, vous voyez, on le voit tout de suite, un large écran couleur. Donc là, c'est un appareil qui va typiquement sur un tableau. Voilà. En complément de ça, donc on a 3 types d'appareils. Et on vient avec la technologie, ce qu'on appelle e-sense, c'est-à-dire, et là on a un exemple typique sur les mesures en basse tension, on utilise un PQI LV et on va surveiller par exemple de base avec cet appareil 4 tensions et 4 courants. Et le fait d'utiliser cette application e-sense va nous permettre de multiplier les mesures de courant. Donc imaginons, sur un jet de barre, on va surveiller nos tensions et on va mesurer tous les départs en courant avec cette technologie e-sense. Donc en fait, on va venir boucler des e-sense 3, c'est-à-dire triphasés, ou des e-sense 4, mesures de 4 courants, c'est-à-dire qu'on va tenir compte du nôtre. Et par bouclage, en fait, sur l'appareil, on va avoir une vision complète du réseau. Donc la tension, qui est la même partout sur le réseau, et puis tous les courants de départ. Très bien. Alors, le PQI LV, donc basse tension, donc acquisition de toutes les grandeurs selon la CEI 61430, classe A, édition 3, avec une précision supérieure à, disons inférieure en quelque sorte à 0,1%. Voilà, donc déjà un appareil très précis, conforme à la classe A de l'édition 3 de la 61430, cette norme qui nous permet de définir les méthodes de mesure, hyper importante. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est quel que soit le type d'appareil que vous allez acheter, qu'il soit portable ou installé en fixe, il faut qu'il soit conforme à cette norme. Ça permet de comparer des mesures provenant de différents appareils. Ça vous donnera surtout le même résultat. Voilà, donc c'est opposable, par exemple, si jamais il y avait un litige. Bien, mesure du courant d'alimentation avec la technologie e-sense, ça je vous en ai parlé. Donc, il fonctionne en serveur web, donc relativement simple. Donc, on peut l'utiliser avec un simple browser, par exemple. On peut à la fois le configurer et lire les données. Quatrième point important, la cybersécurité. Donc, ça fait partie du design. Hein. Donc, Iberlay, c'est une société allemande. Il existe des règles et des normes en Allemagne systématiques. Donc, actuellement, tout appareil communicant doit respecter un minimum de règles et de normes qui s'appuient sur les normes européennes. Donc, on doit intégrer systématiquement la cybersécurité. Donc, la cybersécurité dans nos appareils, c'est quelque chose de systématique et qu'on a commencé depuis pas mal d'années maintenant. Dernier point, communication simple et sûre. Donc là, on a la possibilité de communiquer avec différents types de protocoles, donc en passant par du Modbus, TCP/IP, etc. Et on est capable de dialoguer aussi en 104. Voilà. Donc ça, c'est pour le PQI basse tension. Le PQI Smart, celui qui est largement actuellement utilisé, comme je vous le disais, à la fois en DSO et TSO, donc les distributeurs et les transporteurs. Même principe, donc conforme à la classe A de la 61430. Voilà, une précision aussi importante. Donc c'est un enregistreur puissant. Vous voyez qu'on peut surveiller les transitoires rapides jusqu'à 24 microsecondes.
avec sur une durée allant jusqu'à 6 minutes. Et donc, à la fois mesurer des phénomènes extrêmement rapides, donc c'est-à-dire on est obligé d'avoir un enregistrement très très pointu, très précis avec beaucoup de points et sur des durées importantes. Voilà, donc ça c'est un des points forts du PQDA Smart. Installation facile aussi parce qu'il est plug and play. On propose un assistant, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas forcément spécialiste va mettre sous tension l'appareil et automatiquement l'appareil va vous proposer un assistant et va vous poser certaines questions. Voulez-vous l'utiliser en langue française ou autre? Donc vous allez valider et il va vous dire, vous travaillez sur un réseau 4 fils, c'est direct neutre, sans neutre. Et en suivant l'assistant, en fait, on le configure très très facilement. Logiciel gratuit, WinPQLite. Donc, de base, on propose que ce soit le basse tension, le PQDE et puis le PQDA Smart. Donc, on met à votre disposition un logiciel gratuit WinPQLite. Voilà. Donc, ce logiciel permet de configurer l'appareil, permet aussi d'analyser les données de façon simple. Donc, j'y reviendrai puisque on a un ensemble logiciel beaucoup plus performant qui viendra compliquer WinPQLite. Voilà. Dernier point, pareil, cybersécurité, on l'a vu. Donc, c'est du systématique chez nous. Le PQDE. PQDE. Alors bon, on reprend tous les points qu'on a vus précédemment, donc sur le basse tension et sur le smart. Voilà, là, le point qui va vraiment différencier, c'est une 5e voie de mesure. Alors cette 5e voie de mesure, nous on l'a développée avec l'idée, entre autres, de surveiller les courants résiduels ou les courants différentiels, RCM, ce qu'on appelle RCM. Voilà, donc on va échantillonner cette voie jusqu'à 40,96 kHz, c'est-à-dire qu'une bande passante assez importante, conformément à la CEI 62020. Et donc avec ça, on peut ressortir tout ce qui est courant de fuite, par exemple, et faire la différence entre la notion de vraiment courant résiduel et courant de fuite. Voilà, donc ça, c'est la surveillance d'installation qui va nous mettre en évidence des problèmes d'isolement, en quelque sorte. Voilà, donc on peut utiliser cette voie spécifiquement pour ça en y mettant un capteur adapté, ou alors on peut l'utiliser pour ce que l'on souhaite, une température, un 5e courant classique, courant de terre par exemple, si la terre est distribuée, etc. etc. Voilà, donc 5e voie et un affichage, vous voyez, un affichage couleur très confortable, voilà, un écran de 5 pouces. Voilà, donc ça c'est le PQDE qui se différencie un petit peu des autres appareils. Sécurité informatique, j'ai dû laisser la slide en anglais. Voilà, donc la sécurité informatique, comme je vous le disais, c'est quelque chose d'hyper important chez nous. Donc là, je vous ai résumé sur cette slide, en fait, les principaux arguments, voilà, et les principaux éléments qui permettent de définir les niveaux de sécurité au niveau de nos appareils. Voilà. Bien, alors, je vous ai parlé de la 61430. J'ai dit que tous nos appareils devaient être conformes à la CEI 61430 et en particulier à la classe A. Important, donc il faut être conforme à la classe A pour toutes les grandeurs. Donc, pas seulement pour mesurer une tension, pour mesurer les harmoniques aussi, en fait, pour mesurer tous les paramètres, il faut être classe A, conforme à la classe A, parce que certains fabricants sont conformes à la classe A, mais sur certaines grandeurs seulement. L'objectif, c'est d'être conforme pour toutes les grandeurs. Et une méthode de mesure commune, ça veut dire quoi? Vous prenez un appareil de mesure provenant de n'importe quel fournisseur, à partir du moment où il est conforme à la classe A de la CEI 61430, en fait, tous ces appareils donneront le même résultat lorsqu'ils seront recordés sur le même point de mesure, au même moment. Voilà. On a eu ces cas-là, c'est-à-dire des appareils qui donnaient des résultats différents alors qu'ils mesuraient au même moment, au même point, et la même électricité. Voilà, donc pour résoudre ça, la CEI 61430 a été développée. Donc, important, c'est vraiment quelque chose de base, être conforme à la classe A de la CEI 61430. Bien, alors, on vient de définir tout ce qui est matériel. Donc, on a différents types d'appareils. On a vu le PQDA Smart, le DE, le Low Voltage. Tous ces appareils vont enregistrer des tas de grandeurs. On l'a vu aussi dans l'introduction. Donc, vous avez vu que la qualité de l'électricité est définie par les variations de tension, les creux de tension, les chutes de tension. Ça se définit aussi par les harmoniques. À partir du moment où on va surveiller 50 rangs harmoniques sur 3 phases, 3 fois 50 rangs harmoniques, ça nous fait déjà 150 signaux à surveiller en continu. Et donc, lorsqu'on résume les données à traiter par un appareil, on va parler de
en fait des grandeurs de tension, des grandeurs de courant, des grandeurs de puissance et des grandeurs d'énergie. Donc ça, c'est le petit rappel sur la gauche ici. Donc ça, ce sont nos tensions de base. Lorsqu'on décline ces grandeurs parmi les différents paramètres, donc vous voyez que les grandeurs de tension, par exemple, on va voir sur notre liste ici la fréquence du réseau, les valeurs efficaces. Alors, on a les valeurs efficaces, les tensions simples, les tensions composées. On a les différentes composantes directes, inverses, homopolaires, qui vont nous permettre de calculer le déséquilibre. On parle de tension harmonique, donc sur chacune des phases, comme je le disais, du rang 1 jusqu'au rang 50, voire jusqu'à 9 kHz, voire les supraharmoniques. Donc vous voyez qu'on augmente le nombre de grandeurs. On va parler de THG, de taux global harmonique. Ça, c'est pour les grandeurs de tension. Les grandeurs de courant, même chose. Les grandeurs de puissance, vous voyez si on fait la liste des différents types de grandeurs de puissance, on a les puissances actives, les puissances réactives, les puissances apparentes pour le fondamental. On a les puissances globales, puisque entre les deux, on a tout ce qui est puissance déformante, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on a une liste extrêmement longue des grandeurs à surveiller. Et pour vous chiffrer tout ça, un PQI classique, je dirais, est capable de mesurer jusqu'à 5000 grandeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va traiter 5000 grandeurs par appareil. Donc, 5000 grandeurs par appareil, ça fait beaucoup de données. Vous voyez, donc, un PQDA Smart, par exemple, donc 5000 grandeurs par appareil, multiplié par 10 appareils, par exemple, le tout mesuré par 10 minutes, ça nous fait un nombre énorme. Hein. Donc, 5000 grandeurs par appareil par 10 minutes, ça nous fait 5000 fois 6 fois 24, ça nous fait 720 000 données par jour. Le tout multiplié par différents appareils raccordés sur notre réseau, vous voyez que ça nous fait donc 720 000 données par jour multiplié par le nombre d'appareils, ça nous fait un volume de données phénoménal. Voilà. Donc, c'est pour ça que je commence lentement à vous faire sentir qu'il va falloir traiter les données d'une façon spéciale, c'est-à-dire avoir une solution logicielle assez particulière. Autant je vous parlais de WinPeculate, qui est capable de traiter les données de chacun des appareils, de la même façon que pour nos appareils portables. Pour un appareil portable, en fait, on fait une mesure ponctuelle, donc on va avoir un logiciel adapté, et puis ce logiciel va nous générer des fichiers de mesure. Voilà. Alors, vous savez, les fichiers, on doit limiter la taille du fichier parce qu'un système d'exploitation n'est pas capable de gérer des fichiers de taille infinie, disons. Voilà, donc là, sur du matériel portable, on va limiter la taille des fichiers de toute façon, parce que c'est de la mesure ponctuelle, donc ça ne nous pose aucun problème. Ensuite, on va classer ces fichiers pour nous permettre de retrouver l'information lorsqu'on en a besoin. Donc ça, c'est relativement simple. Ça, c'est le matériel portable. De la même façon, nous, on a proposé WinPeculate pour nos appareils qui sont installés en fixe. En revanche, un appareil qui est installé en fixe, lui, va générer des données en continu. Donc là, il va falloir évoluer plutôt que d'avoir un simple logiciel. Si vous commencez à multiplier le nombre d'appareils sur votre réseau, là, il va falloir commencer à introduire cette notion de base de données. Et donc, l'important, c'est d'intégrer un logiciel qui va intégrer une base de données et qui va gérer toutes ces données, c'est-à-dire qu'il va les concaténer entre des fichiers qui sont séparés les uns des autres. Là, en fait, la base de données, en gros, c'est un énorme fichier et en fait, toutes les données vont être concaténées entre elles, c'est-à-dire elles vont être mises à la suite les unes des autres. Donc, typiquement, lorsqu'on traite un fichier, je vais pouvoir éventuellement analyser l'évolution d'une tension sur une semaine. Si on met toutes ces données dans une base de données concaténée, là, je vais pouvoir surveiller ma tension sur plusieurs années sur un seul graphe. D'accord? Donc, important, si on commence à multiplier déjà toutes les données enregistrées, et ensuite le nombre d'appareils installés pour surveiller l'intégralité de notre réseau, donc le réseau, que ce soit un gestionnaire de réseau ou une grosse industrie, important de bien gérer les données. Donc là, on parle d'un logiciel de traitement des données. Voilà. Et donc, nous, notre solution, c'est un logiciel qui s'appelle WebPQ, donc qui est capable d'intégrer les données, qu'elles proviennent d'un PQI LV, un PQI Smart ou un PQI DE. Aucun problème. Là, on gère l'intégralité de données avec la même base de données. Voilà. Donc, WinPQ, pour ceux qui connaissaient WinPQ chez nous, a évolué en WebPQ. Donc, ce WebPQ, en général, on l'installe. On peut l'installer sur n'importe quel type de PC ou sur un serveur. Et puis, avec
par l'intermédiaire de différents clients, différents utilisateurs pourront consulter les données, donc avec des niveaux de droit différents par exemple. Donc, on peut avoir un administrateur qui aura accès à absolument toutes les données, qui aura la capacité de modifier les configurations des appareils. On peut avoir des droits utilisateurs, et là, le droit utilisateur permettra de consulter que certaines données, mais par exemple ne donnera pas la possibilité de modifier la configuration des appareils, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez qu'on propose une solution globale, donc on a du matériel et on a du logiciel avec un système de gestion de base de données qui va traiter absolument toutes les données en continu et en permanence. Bien, alors, vous voyez que pour un réseau, donc une fois de plus, que ce soit un gestionnaire de réseau qui traite de la haute tension, de la moyenne tension, de la basse tension, voire un industriel qui, de la même façon, peut être livré par le gestionnaire de réseau de transport et puis va créer sa basse tension et va utiliser l'électricité sur différents sites. On peut équiper sur ces différents niveaux de tension le réseau, voilà, avec le même type d'appareil. Alors le LV, le PQI, LV est spécialisé plutôt pour la basse tension, mais avec le PQDE, le PQDA Smart, on peut couvrir l'intégralité des niveaux de tension. Donc ici, cette petite représentation pour bien faire la différence entre les mesures fixes sur la partie supérieure, les mesures portables, mobiles sur la partie inférieure, mesures ponctuelles, donc si il y a un pépin spécifique sur le réseau, je ne sais pas, une voiture électrique par exemple qui se charge pas ou qui se charge mal, on peut venir, ou une machine, un dysfonctionnement de machine, on peut venir avec un appareil portable. Nos PQBox sont des appareils bien adaptés pour ça. Donc on vient avec un appareil portable et puis on va ponctuellement analyser le phénomène. Puis une fois qu'on a résolu le problème, voilà, on repart avec notre appareil de mesure. Pour ce qui est de la partie fixe, l'idée c'est à la fois de faire de la mesure préventive et curative. Donc préventive, c'est-à-dire faire un état du bilan de la qualité sur le réseau. De la même façon qu'on peut faire un check-up pour sa santé, de la même façon, on va suivre l'évolution de la qualité de l'électricité sur nos réseaux. Important. J'y reviendrai aussi sur le cas espagnol. Donc, vous voyez, l'intérêt aussi, c'est quoi? Par exemple, des harmoniques, je l'ai dit en introduction, des harmoniques, il y en a partout sur le réseau. Donc, de toute façon, il faut partir du principe qu'on mesurera des harmoniques. Bien, mais ces harmoniques, si je prends l'année dernière comparativement à cette année, est-ce qu'il y en a plus? Voilà, ce petit check-up va me permettre de suivre l'évolution du niveau harmonique sur mon réseau et éventuellement d'anticiper. Je vais commencer à voir que je m'approche des valeurs dangereuses en termes d'harmonique, auquel cas il va falloir que je prenne des dispositions avant d'aller sur un problème de type blackout, un blackout qui peut être local. Vous voyez? Donc, ici, on peut surveiller tous les niveaux de tension, tous les points intéressants sur le réseau et rapatrier tout ça sur le même logiciel, sur la même solution logicielle qui s'appelle WebPQ. Donc, on parle bien de gestion d'un parc multisite, donc ça c'est important. Surveillance automatisée, c'est pas automatisé, j'ai fait une erreur là, de faute d'orthographe, voilà. Donc, l'intérêt c'est quoi? C'est donc de gérer tout un ensemble d'appareils, donc toute une flotte, et puis aussi de mettre à jour tous ces appareils de façon automatique, de pouvoir comparer les données provenant de différents appareils sur un même graphe. Autant avec un appareil portable en général, on va s'attacher à mesurer un site de mesure, et puis ce site de mesure, une fois qu'on a trouvé la solution, c'est tout, on arrête notre mesure parce qu'on a trouvé la solution. Avec la gestion d'un parc en fixe, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple s'il y a eu un creux de tension qui est passé sur le réseau, comment a-t-il été perçu en différents endroits du réseau. Et donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir représenter sur un même graphique des données provenant de différents appareils. Donc, vous comprenez bien qu'il faut synchroniser la mesure de tous ces appareils et puis il faut gérer l'intégralité de ces données, donc d'où l'intérêt d'une solution logicielle sur base de données. Donc l'intérêt aussi, c'est de faire des analyses précises et d'éditer des rapports de façon automatique. Vous voyez, donc en particulier au niveau du logiciel. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de normalisation. Donc, on a différents types de normes. Il y a des normes qui sont plus adaptées pour les gestionnaires de réseau, plutôt distribution, plutôt transport. Il y a des normes qui sont adaptées plutôt pour la partie industrielle.
notre système logiciel est capable de vous faire un rapport automatique et vous choisissez simplement la norme selon laquelle vous souhaitez faire votre rapport, voire vous pouvez définir vous-même votre norme. Voilà, donc automatisation des données, ça c'est vraiment le point important. Donc on va générer des rapports. Bien sûr, on va représenter les données de façon classique. Là, je parle ici sur ce slide de chronogramme, donc visualisation dans le temps de l'évolution de différentes grandeurs. On va parler de perturbogramme, donc perturbogramme avec un perturbographe, c'est-à-dire enregistrement sur déclenchement de phénomènes ultra rapides et analyser exactement l'évolution du phénomène. On va parler d'ITIC. ITIC, c'est un mode de représentation amplitude en fonction de la durée. Typiquement, sur ce type de graphe, on va représenter les creux de tension, les surtensions, les coupures. Par exemple, un creux de tension est d'autant plus gênant pour l'installation qu'il est long et qu'il est profond. Donc, ce genre de représentation amplitude, durée, va nous permettre de faire un tri visuel rapide sur les différents événements enregistrés sur le réseau. Les histogrammes, donc ça, des représentations classiques. Supervision des statistiques, donc ça, important aussi, puisque donc il y a, les harmoniques, supervision des harmoniques, important d'avoir une supervision dans les phénomènes de vision globale pour ensuite rentrer sur le détail, puisque les harmoniques, on l'a vu, sont nombreuses. Et puis, possibilité avec le logiciel de suivre les données en temps réel. Voilà, donc les DSO, TSO, typiquement RTE, utilise ce genre d'appareil à la fois pour alimenter son dispatching en temps réel, donc afficher en temps réel l'évolution des grandeurs les plus importantes, et s'en sert en parallèle pour enregistrer les données dans le temps et pour faire post-mortem des analyses. Très bien. Alors, comme je vous le disais, supervision hyper important parce que on traite 5000 données par appareil. Donc, traiter 5000 données par appareil, il va falloir faire le tri dans toutes ces données parce que lesquelles sont importantes, lesquelles ont une incidence sur ce qui nous intéresse. Alors, pour ce faire, le logiciel doit nous permettre d'avoir une supervision simplifiée. Et voici ce que ça donne. Donc, vous voyez, imaginons on a équipé tout notre réseau, donc on a 2 postes d'alimentation. Imaginons c'est un site industriel alimenté par 2 postes EDF, un poste 63 kV, un poste 20 kV. On a une centrale de production interne électrique. On a un poste de secours, on a des ateliers de production, on a des bureaux, on a un local informatique, on a un entrepôt, on a un garage. Voilà. Tous ces sites, disons, ces sous-sites sont surveillés par un enregistreur de qualité. Et là, que se passe-t-il? On voit ici tout de suite d'un coup d'œil, rouge, côté local informatique. Que se passe-t-il? On a un problème au niveau du local informatique. Donc, vous voyez l'intérêt avec un système qui va enregistrer pour chacun des points de mesure 5000 grandeurs et qui va enregistrer ça en continu dans le temps, plutôt que d'afficher toutes ces grandeurs, première chose, c'est d'avoir cette sensation de supervision. Voilà, problème local informatique. Alors, de solution, soit les informaticiens nous ont prévenus parce que justement, l'informatique s'arrête de façon tempestive, soit nous, éventuellement, on va pouvoir l'anticiper parce que notre système de surveillance nous dit qu'il commence à y avoir des données qui sont relativement dangereuses. Bien, donc une fois qu'on voit qu'il y a un problème côté local informatique, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, vous voyez ici sur la ligne locale informatique, donc on a des problèmes, et là on a un peu plus d'informations. Donc, la deuxième colonne, c'est des enregistrements oscillo-perturbographiques. La troisième colonne, donc en tête de colonne, j'ai écrit F pour les déclenchements d'enregistrement de valeurs efficaces. La quatrième colonne, c'est les harmoniques, etc., etc. Et vous voyez que CRX creux, donc on a 11 creux de tension enregistrés au niveau du local informatique. Donc, vous voyez que le local informatique est particulièrement touché en termes de creux de tension, de surtension. Donc, une surtension, 11 creux de tension. Voilà. Donc, vous voyez, là, on rentre un peu plus dans le détail. Je vois qu'il y a des problèmes ici sur mon local informatique et je vois qu'à la fois, on a des problèmes de variation de tension, donc rapide, puisqu'il y a des creux de tension sur tension. Et je vois sur la droite, toujours sur la ligne locale informatique, que ce qui est lié à U, c'est-à-dire les variations lentes de tension, on a aussi des problèmes, puisque là, on est plutôt dans le rouge. Bien, en termes d'analyse de tout ce qui est événementiel, donc type creux de tension, surtension, coupure, il existe un tableau DISDIP, donc ce logiciel WebPQ peut vous générer automatiquement un tableau qui va vous résumer, en fait,
et faire le tri, à la fois par leur durée, par leur profondeur, les différents événements, creux de tension et surtension. Donc, pour exemple, ici, je vois que j'ai eu 9 creux de tension. Donc, si je prends dans ce tableau la cellule qui se trouve en haut à gauche, donc j'ai eu 9 creux de tension qui sont compris entre 10 et 200 millisecondes. D'accord? Donc, c'est la durée, 10 à 200 millisecondes, et qui sont compris entre 90 et 80% de profondeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de profondeur. En revanche, plus je vais chercher les éléments, c'est-à-dire les creux de longue durée, donc vous voyez là j'en ai un, dans la colonne 1000, donc entre 1000 millisecondes et 5000 millisecondes, c'est-à-dire entre 1 et 5 secondes, j'ai eu 2 creux, et là j'ai eu une coupure, on le voit, puisque donc il y a eu une coupure et il y a eu 2 creux assez importants, compris entre 40 et 5% de la tension résiduelle. Donc voici les creux qui m'intéressent plus en détail. Pourquoi? Parce que ce sont les creux les plus dangereux. Un creux qui est long et qui est profond va forcément créer un dysfonctionnement plus important qu'un creux hyper rapide et hyper court. Voilà. Donc ça c'est le tableau d'Isdip qui est normalisé. On peut parler aussi donc de cette fameuse représentation itique. Donc, vous voyez, amplitude, durée, donc exactement comme le tableau, mais sous forme graphique. Donc, c'est le graphique, ce qu'on appelle le graphique itique. Et donc, ce graphique itique nous permet d'un coup d'œil de voir quels sont les phénomènes les plus importants. Exemple ici, bon, je vais m'attacher à ce creux de tension qui est celui relativement le plus long et le plus profond. Donc, j'ai trouvé la meilleure combinaison, sachant que tout ce qui est à l'intérieur de la courbe itique ne m'intéresse pas, puisque tout ce qui est trouvé à l'intérieur itique, par définition, on a défini une norme donc, qui montrait que tous ces événements à l'intérieur de cette courbe n'étaient pas perturbants pour l'installation industrielle. La courbe itique est liée à une utilisation industrielle. Voilà. En revanche, parmi les événements qui sortent de cette courbe, je vais regarder en priorité les événements les plus importants. Donc là, exemple ici, j'ai choisi celui-là, qui est dans cette courbe-là le plus profond. Et donc, je vais cliquer là-dessus avec mon logiciel et automatiquement, je vais avoir la représentation de ce phénomène. Donc, vous voyez, ici, on a un creux de tension. Donc, un creux de tension qui est relativement marqué sur la tension U, donc la tension composée U1,2. Okay. Donc, qui est un peu moins ample sur les deux autres tensions composées. Donc là, au minimum, on est descendu à 207 volts, ce qui n'est pas rien. Et en dessous, on a les courants qui ont été enregistrés aussi sur déclenchement et on voit qu'a priori, il n'y a rien de particulier. Alors, le courant U1,2 est un peu plus important, mais il n'y a pas d'atout de courant particulier. On pourrait en conclure que le creux viendrait plutôt du réseau. Donc, en tout cas, en amont. Donc, là où on a fait le point de mesure, on a subi ce creux de tension parce qu'il n'y a pas eu un appel de courant particulièrement important. Voilà. Donc ça, c'est ce graphique qui nous accompagnait dans l'analyse du phénomène. Possibilité de simplifier. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est U1,2 par exemple. Je vais retenir sur mon graphique que le U1,2 pour analyser le phénomène en détail. Ok. Voilà. J'en reviens à cette notion de supervision. Donc, là, on a vu l'analyse d'un événement. Donc, vous voyez, entre problème sur le local informatique, donc supervision, je vois qu'il y a des problèmes de creux de tension. Je vais analyser les creux de tension les plus importants. Voilà. Je reviens à mon système de supervision. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on a vu qu'il y avait des phénomènes type creux de tension et surtension. Donc, il y a eu des enregistrements sur déclenchement. Il y a eu 59 et 49 enregistrements à la fois de valeurs efficaces, 10 millisecondes, et puis d'enregistrement d'oscilloperturbogramme. Voilà. Mais je constate aussi qu'il y a des problèmes de variation de tension, les variations lentes de tension. Voilà. Donc manifestement, au niveau du local informatique, on a des problèmes de calimétrie. Pas seulement de perturbographie, donc j'associe tout ce qui est creux de tension, surtension, coupure à la notion de perturbographie. Là, j'ai des problèmes de calimétrie, c'est-à-dire calimétrie, ce qu'on a vu au niveau des perturbations. Donc, on peut avoir des problèmes de fréquence, on peut avoir des problèmes de variation de tension. Et vous voyez sur ce bar graphe ici, donc le deuxième groupe de barres représente les variations lentes de tension. Et donc, on voit que là, je dépasse la limite, en particulier sur la phase 2, la barre du milieu. Voilà. On voit qu'on a du déséquilibre, mais qui n'est pas trop dangereux. On voit des problèmes, non, pas vraiment d'harmonique. Le THD reste bien en deçà de ce qu'on peut tolérer. On voit, je regarde, il faut que je m'approche, oui, au niveau des harmoniques, alors sur la phase 3, on s'approche un petit peu de la limite, mais vous voyez qu'on a un petit
une petite étiquette au-dessus de chacune des barres. Donc, l'étiquette verte nous indique qu'on est conforme à la norme, on est conforme aux règles éventuellement qu'on s'est définies de façon personnalisée. En revanche, on peut être hors norme, donc on va mettre une petite étiquette rouge au-dessus de la barre pour dire attention, là, on a un réel problème. Là, je vais cliquer sur les barres qui m'intéressent. Donc, vous voyez, une fois de plus, cette notion de supervision pour aller rapidement sur le détail, je vais cliquer sur les 3 barres qui m'intéressent et automatiquement, le logiciel va me représenter l'évolution des 3 tensions dans le temps et va superposer sur ce graphique la limite à ne pas dépasser. Et vous voyez que là, bon, j'ai un phénomène répétitif. Donc, on voit ici que à des périodes qui se reproduisent tous les jours, en particulier sur la 3e phase, on dépasse la limite qui est définie par la norme. Voilà. Donc, vous voyez, d'un coup d'œil rapide, je peux voir tout de suite ce qui est conforme, pas conforme aux normes ou aux règles qu'on s'est définies, et ensuite trouver très rapidement la grandeur parmi ces 5000 grandeurs qu'on est capable d'enregistrer en permanence. On va trouver la grandeur la plus gênante et celle qui nous pose problème. Okay, voilà. Donc, vous voyez, à la fois pour tout ce qui est événementiel, à la fois pour ce qui est des enregistrements des valeurs en continu, hein, tension, harmonique, etc., on a toujours une vision globale. Donc, vous voyez ici, donc sur notre bilan, on est allé voir à la fois les phénomènes rapides type creux de tension sur tension, on les a vus en détail, on a trouvé les plus gênants, et sur les évolutions lentes de tension, en général les valeurs 10 minutes, hein, selon ON 50-160, on a vu quelle était la phase et à quel moment de la journée on était hors norme. Et ça va nous permettre d'orienter, bien sûr, les mesures curatives. Bien. Donc, vous voyez, là, j'ai analysé le local informatique parce que ce local informatique s'affiche en rouge. Manifestement, il y a des problèmes. Éventuellement, même s'il n'y avait pas de dysfonctionnement au niveau de l'informatique elle-même, possibilité d'anticiper le problème. Voilà. Je vais prendre un autre exemple maintenant. Alors, vous voyez, sur l'atelier de production ici, donc qui lui, manifestement, n'a pas de problème, je peux aller quand même surveiller l'évolution des tensions. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'atelier de production, en fait, on travaille dans la semaine, on ne travaille pas le week-end. Donc, en fait, on voit l'évolution de nos courants. Donc, tous les jours, à telle heure, ça commence à produire et puis on s'arrête en fin de journée, etc., etc. Si jamais on avait eu un problème au niveau de la tension, forcément, on l'aurait ici corrélé avec l'évolution de nos courants. Vous voyez, donc, possibilité de représenter sur un même graphique qu'il y ait eu un problème ou pas, n'importe quelle grandeur, parmi ces 5000 grandeurs, on peut aller sélectionner n'importe laquelle et puis l'afficher en simultané sur le graphique. Bien, je reviens sur ma supervision. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on part de la supervision et puis ensuite, on va regarder le détail. On n'est pas obligé, on peut aller directement sur le détail si on le souhaite, selon le type de phénomène qu'on a constaté. Là, je vais prendre juste pour parler d'actualité, je voulais dire l'introduction. Donc là, ici, je vais par exemple regarder la fréquence, l'évolution de la fréquence sur l'enregistreur qui surveillait la partie bureau 1. Alors en fait, j'aurais pu faire ça sur n'importe quel appareil et tous les appareils, donc je parle bien de la fréquence, tous les appareils m'auraient représenté cette courbe-là. Donc cette courbe-là, je suis allé voir la fréquence et vous voyez au niveau de la date, c'est le 28 avril 2025. Donc 28 avril 2025, de 0 à 24 heures. Et que s'est-il passé le 28 avril 2025 ? Eh bien, il y a eu une alerte à 9h, vers 9h30, mais il y a surtout eu le blackout en Espagne à 12h30 et quelques. Voilà. Donc, vous voyez que ça, ce sont des appareils qui sont installés en France. Alors, la fréquence sur un réseau interconnecté, elle est la même partout en Europe. Éventuellement, elle sera légèrement atténuée, mais en tout cas, tous les organes de production fonctionnent en synchronisé sur le réseau. Donc, vous voyez ici, en France, avec mon appareil, j'ai vu l'incidence du blackout espagnol. Et là, ce que je peux dire, alors, j'ai vu dans la presse, le blackout à 12h33, je crois. Voilà. Moi, je peux vous dire que manifestement, il y a eu une alerte sur le réseau à 9h30. Donc, on voit déjà qu'à 9h30, il y avait déjà un phénomène qui déstabilisait le réseau. Et entre 9h30 et 12h30, on a évolué vers cette notion de blackout. Voilà, là, je ne vais pas présenter ça aujourd'hui, mais en tout cas, on peut aussi parler de l'analyse des blackouts avec ces mesures
de stabilité du réseau. Bien, je reviens moi simplement à ces notions de calorimétrie de perturbographie. Donc, vous voyez que l'appareil est capable de surveiller aussi les fréquences, et quand on sera en régime îloté, ça va nous intéresser. Alors, vous voyez ce fameux bar graphe, je tiens à vous l'expliquer rapidement, parce que ça, c'est vraiment un outil très qualitatif pour surveiller et superviser la qualité de l'énergie, sans être un spécialiste de calorimétrie. Là, ici, d'un seul coup d'œil, je peux dire, écoutez, là, regardez, j'ai une ligne verte, rien ne dépasse la ligne verte. J'ai mes petites étiquettes en vert au-dessus de chacune des grandeurs, tout va bien. Donc, les variations de fréquence, le flicker, je ne maîtrise pas très bien cette notion de flicker, les harmoniques, le THG, je peux vous dire d'un seul coup d'œil, tout va bien. Je ne suis pas expert, je peux analyser, expertiser rapidement, tout va bien. Je peux me retrouver dans ce cas de figure ici. Ah, alors là, pour ce qui est de, je regarde ce que c'est écrit tout petit, donc là on parle de flicker. Donc le flicker sur la phase 1, le flicker dépassait la limite, mais elle l'a dépassé moins de 5% du temps d'enregistrement. D'accord? Donc en fait, on passe le flicker, mais moins de 5% du temps, donc on l'a dépassé. Les normes, en particulier le EN50-160, nous autorisent à dépasser la limite, mais de façon pas trop longue. Donc là, je peux dire, la phase 1, j'ai le flicker qui dépasse la limite définie par la norme, mais je ne suis pas hors norme, parce que j'ai dépassé moins de 5% du temps. Donc en fait, la limite est traversée par la bande bleue de ma jauge. Vous voyez, alors que dans ce cas-là, là, je peux dire, j'ai un réel problème de flicker, donc au niveau des 3 phases, je suis hors norme. Et donc la petite étiquette au-dessus, de toute façon, m'indique, voilà, donc là, je suis hors norme, alors que tous les autres sont verts. Donc vous voyez que c'est très simple, hein. Quelqu'un qui n'est pas expert en calorimétrie peut déjà avoir une supervision des phénomènes en disant, ça va ou ça ne va pas. Et si jamais ça ne va pas, là, déjà on est orienté, puisqu'on va regarder la grandeur qui ne va pas, et forcément, en cliquant simplement dessus, je vais avoir la représentation de l'évolution des grandeurs les plus importantes liées à celles qui posent problème. Vous voyez, donc pour ce qui est du flicker ici, en fait, je vais représenter l'évolution du flicker. Donc on voit qu'on a le flicker qui évolue et puis qui dépasse la norme en fait. Donc on voit qu'on dépasse, donc ça c'est la courbe du bas où on voit le flicker qui évolue, et à certains moments, donc on dépasse le seuil toléré par la norme. Et je vais pouvoir faire le parallèle. Alors là, je vois que le flicker, c'est la phase verte qui dépasse en particulier. Donc je vais simplement laisser à l'affichage que c'est la phase qui m'intéresse, celle qui génère le plus de flicker, disons. Et puis, par exemple, je peux très bien faire un zoom pour regarder en détail ce qui se passe et à quel moment le flicker apparaît. Et là, je vais me rendre compte que lorsque le flicker est relativement élevé, la tension, il y a un à-coup sur la tension, et surtout, il y a une pointe de courant. Donc, manifestement, le flicker est généré localement. Donc, le flicker, c'est le papillotement lumineux. Le papillotement lumineux est lié à une fluctuation sur la tension, et cette fluctuation de tension, là, je le vois là, elle est manifestement générée par un appel de courant dans l'installation, c'est-à-dire en aval de mon point de mesure. Oui. Donc, voilà. Donc, vous voyez que en partant d'une supervision, on est capable d'aller très vite sur le détail. Alors après, si jamais on n'est pas expert, on peut faire appel à un expert, lui soumettre ce genre d'enregistrement, mais déjà on aura très rapidement la possibilité de lui montrer les phénomènes les plus intéressants, et lui, l'expert, pourra analyser ça pour nous. Vous voyez, donc important, cette notion de supervision. Donc là, je prends un autre exemple. Là, ici, nous avons un problème d'harmonique. Donc, les harmoniques, ici, on a un problème et on est hors norme sur la phase 2. Donc, problème harmonique sur la phase 2, on est hors norme, sachant que sur la phase 1 et la phase 3, on flirte quand même nettement avec la limite. Alors, harmonique, on peut se poser la question, parce que dites-moi, les harmoniques, j'ai parlé des 50 premiers rangs harmoniques qui sont enregistrés quasiment systématiquement. Là, j'ai une barre par phase. Donc là, quelle est cette phase quel est ce rang harmonique? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur les jauges harmoniques, et là, j'ai le détail des harmoniques qui ont dépassé la norme. Et là, très rapidement, je vois que sur la phase 2, donc j'ai à la fois, je suis obligé de me rapprocher, enfin, on le voit ici, donc sur un rang faible et sur un rang élevé, on le voit sur la phase 2, donc au milieu, on voit tout de suite le rang harmonique
qui a dépassé. C'est-à-dire ici, on a le rang 45 et le rang 9. Donc rang 9, rang 45 sont hors normes sur la phase 2. Sachant on a dépassé la limite sur le rang 5 sur la phase 3, donc on a dépassé la limite, donc là c'est en bas à gauche, on a dépassé la limite, mais on n'est pas hors norme parce que la limite est traversée par la bande bleue de la jauge. Voilà. Et sur la phase 1, donc on n'a jamais dépassé la valeur limite, mais sur le rang 27, bon, on vient flirter la limite. Donc vous voyez en fait, si je reviens à ce mode de représentation, ces 3 barres représentent le moins bon rang harmonique, mais ce n'est pas le même rang harmonique. Donc, vous voyez que selon l'harmonique qui est plus ou moins important, on va représenter 3 choses différentes. Donc, vous voyez l'intérêt d'avoir une supervision précise, succincte et claire, mais simple à exploiter, pour ensuite aller rapidement sur le détail. Donc là, en fait, je peux ici, voici les 3 rangs qui ont été représentés sur ma jauge, je vois tout de suite quel est le rang harmonique qui posait problème. Donc, vous voyez, la correspondance sur mes 3 jauges, c'est 3 rangs harmoniques complètement différents qui vont me résumer. Si tous les rangs harmoniques sont bons, pas la peine d'aller voir le détail des harmoniques, tout va bien. Si un rang harmonique est mauvais, là, je vais m'attacher à analyser justement le spectre de tous les rangs harmoniques pour voir lequel était mauvais. Vous voyez? Donc, important, ces notions de supervision, donc d'avoir une vision globale pour ensuite aller rapidement sur le détail. WebPQ, notre logiciel, donc associé à la partie matérielle, nous donne une solution à la fois hyper performante et hyper simple à utiliser. Donc, on ne rate rien. On réalise des mesures selon les normes en vigueur. Si les normes évoluent, notre système évolue. Il suffit de mettre à jour le firmware, donc c'est-à-dire le logiciel embarqué par les appareils, et ça, c'est mis à disposition sur notre site. Notre chef produit, Jürgen Blum, fait partie du comité de normalisation. Dès qu'une norme évolue, il met à jour donc les firmwares, il met à jour notre logiciel. De la même façon avec Fabien Lépige, donc Fabien Lépige qui est lui spécialisé sur la partie fixe, met à jour les firmwares, met à jour le logiciel, et c'est-à-dire que votre solution est toujours à jour. Donc si les normes évoluent, automatiquement votre solution évolue. Vous faites toujours les analyses selon les dernières normes en vigueur. Vous pouvez aussi créer vos propres normes. Donc vous voyez qu'avec ce système-là, d'une façon simple, vous restez hyper performant, vous restez toujours dans l'actualité et vous surveillez l'intégralité de vos points stratégiques de qualité. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé avec ma présentation. Donc là, c'était c'était une mise en bouche en quelque sorte pour vous présenter nos différentes solutions. N'hésitez pas, je vais le refaire dans le bon sens. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez mes coordonnées sur notre site de toute façon, donc Hervé Mojo. Pour la partie francophone, vous pouvez, si vous voulez contacter votre interlocuteur dans votre pays, vous regardez sur notre site aussi, restons en contact. N'hésitez pas à nous envoyer un email. Si vous avez des questions, si des questions apparaissent un peu plus tard, vous pouvez me les soumettre par email. N'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère de vous revoir bientôt. Merci. Au revoir.